ce, aussi bien en termes de problèmes de société, d'identité et de rapport à l'autre que de droits de l'homme. Peuvent être cités à cet effet, et dans le désordre, un certain nombre de films qui donc, nous intéressent en tant qu'historiens, et on peut apprendre beaucoup de choses en regardant ces films. Donc, à titre d'exemple, à Casa, les anges ne volent pas, de Mohamed Asli, Casa Negra de Nordin Khmeri, The Ant de Hachim Lasri, La route vers Kaboul de Brahim Shkiri, Maroc, très audacieux, de Leila Marrakchi, Ali Zawa de Nabil Ayouch. D'autres exemples, fondés sur des films ayant fait date, montrent ce que peuvent donner des films puisant leur thème dans l'histoire, avec ou sans la collaboration de spécialistes de cette discipline, c'est-à-dire avec la collaboration d'historiens ou sans la collaboration d'historiens. Le premier exemple, c'est La bataille d'Alger. C'est un film italo-algérien de Gillo Pontecorvo, sorti en 1966, donc immédiatement après l'indépendance d'Algérie, 62, et ayant pour thème l'un des événements les plus marquants de la guerre d'Algérie, à savoir la lutte entre les FLN et les parachutistes français pour le contrôle de la Casbah d'Alger. C'est l'exemple type d'un film à succès réalisé à chaud, donc en 60. Le tournage a duré 3 ans, donc il a commencé en 63 ou quelque chose comme ça. Et donc il relate les faits qui se situent en 1957. La bataille d'Alger, c'est 1957. Et il a été tourné, ce film, à l'initiative et sur la base des mémoires de l'un des héros, des acteurs, si je puis dire, acteur historique au sens historique de cette bataille, Yassef Saadi, qui joue son propre rôle dans le film. Et donc, on peut dire que ce film représente une contribution majeure à la glorification de la résistance algérienne et à l'exaltation du patriotisme des Algériens. Les faits qu'il relate, la bataille d'Alger, notamment la question de la torture, pèsent toujours sur les relations entre la France et l'Algérie. Et comme vous le savez sans doute, les stratèges américains ont visionné ces films à plusieurs reprises au lendemain de l'invasion de l'Irak. Et ce, pour mieux affiner leur stratégie et leurs moyens de lutte antiterroristes. Deuxième exemple, c'est le film qui a été consacré à la résistance menée contre les Italiens en Libye par Omar al-Mukhtar, dont le rôle fut confié à Anthony Quinn. Ce film peut être cité comme deuxième exemple. Et le colonel Kadhafi a de toute évidence largement tiré avantage de ce film pour se positionner sur la scène internationale. Conforté par l'arme du pétrole, il en a surtout profité pour infléchir les relations entre son pays et l'Italie, obliger les Italiens à reconnaître officiellement les méfaits de leur colonisation et à consentir des réparations sous diverses formes. C'est ce que les Algériens n'ont pas réussi à obtenir de la France, encore réfractaire à toute idée de repentance et a fortiori de réparation. Troisième exemple, il s'agit d'Indigène, le film de Rachid Boucherb, sorti en 2006. On connaît le rôle de notre compatriote, l'humoriste Jamel Debbouze, le rôle qu'il a tenu dans ce film, qui traite de la contribution des goumiers et des tirailleurs nord-africains à l'effort de guerre allié entre 1939 et 1940, puis entre 1942 et 1945. Dans le contexte de l'après-guerre et surtout ce qu'on a appelé la cristallisation des pensions des anciens combattants maghrébins, c'est-à-dire leur différenciation ou leur discrimination par rapport à celle de leurs frères d'armes français, on retiendra l'écho qu'a eu ce film en France au niveau de l'État, principalement du président Jacques Chirac, pour une revalorisation de ces pensions. On peut ajouter que d'un point de vue historique et technique, ce film n'a absolument rien d'extraordinaire, il n'a rien de transcendant. On relèvera en effet, ça c'est le point de vue de l'historien, un certain nombre de détails qui dénotent dans le film manque d'attention pour des choses élémentaires, par exemple au niveau de l'équipement des tirailleurs. On voit dans le film des bottes comparables à celles de la Wehrmacht, plutôt que les godillots que portaient les soldats français et les tirailleurs nord-africains ou bien la force noire sénégalaise. Les casques sont ceux de l'armée américaine, ce n'est pas les casques classiques de l'armée française. C'est les casques qu'on voit au moment du débarquement dans le jour le plus long. Je ne sais pas si vous avez vu ce film. Dans certaines séquences, il pleut et les soldats portent des vareuses, des cirés au lieu des djellabas. Ça, c'est des trucs qui ne passent pas. Quatrième exemple,
C'est un film qui aurait dû normalement devenir un film référence en la matière, voire un film culte, étant donné la place centrale dans l'histoire du Maroc de l'événement que son réalisateur a porté à l'écran. Devinez ce film. Voilà, la bataille de Oued el-Makhazin. Il s'agit donc des tambours de feu. Mais qui des jeunes présents dans cette salle a entendu parler de ce film ou a vu ce film? En tout cas, pour ce qui nous concerne ici, c'est-à-dire une éventuelle comparaison entre historiens et cinéastes, à moins d'un manque d'acuité visuelle, je n'ai pas relevé le nom d'un quelconque historien marocain dans le générique de ce film. Je ne sais pas comment on peut faire un film d'histoire de cette envergure-là. La bataille de Oued el-Makhazin, c'est quand même quelque chose de extraordinaire pour nous, et sans la contribution ne serait-ce que de consultants en matière d'histoire. 5e exemple, il s'agit cette fois-ci d'un film documentaire devenu un classique et une référence essentielle en matière d'histoire de l'univers concentrationnaire et des camps d'extermination nazis. Il s'agit d'un documentaire qui s'intitule Nuit et brouillard, réalisé par Alain Resnais à la demande du comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale et notamment de l'historien Henri Michel à l'occasion de la commémoration en 1955 du 10e anniversaire de la libération par les forces alliées de concentration. Le film focalise surtout sur les camps de Buchenwald et Auschwitz-Birkenau. Projeté pendant des décennies dans les ciné-clubs, ce documentaire est actuellement disponible sur YouTube. D'après François Truffaut, ce documentaire rend compte de l'indicible. Il dit ce qu'on ne peut pas dire. Des films relativement plus récents tels que Shoah de Claude Lanzmann ou La liste de Schindler de Steven Spielberg n'ont pas eu autant d'impact que Nuit et brouillard. Ces exemples montrent donc les enjeux de l'histoire portés au cinéma. Comme vous pouvez le constater, avec de tels enjeux, on n'est plus dans les problématiques spécifiques de l'historien. C'est ce que disait tout à l'heure Monsieur le ministre, c'est ce que disait également notre président. Donc on n'est plus dans les problématiques spécifiques de l'historien mu par la quête de la vérité et appliquant scrupuleusement les critères de sa discipline, ni dans les préoccupations du cinéaste soucieux de performance technique, d'esthétique et de crédibilité de la représentation des événements ou des faits qu'il porte à l'écran. On remarquera aussi, à partir de quelques-uns des exemples que j'ai cités, que le cinéma ne se limite pas, dans le cas d'espèce, à reconstituer ou à reconstruire l'histoire de manière passive, si je puis dire, mais qu'il peut peser aussi, d'une certaine manière, sur son cours. C'est le cas des films qui sont réalisés sur les camps de concentration, c'est le cas du film que j'ai donné tout à l'heure en exemple d'Indigène, qui a eu un impact, etc. Le décor étant ainsi planté, si je puis dire, je laisse de côté les exemples spécifiques que je viens d'évoquer pour faire état très rapidement d'un certain nombre de constats qui montrent que le cinéma peut apporter ce que le cinéma peut apporter à la vulgarisation de l'histoire, et inversement, l'intérêt que l'industrie cinématographique, ou le 7e art, si on préfère une formule plus élégante, à apporter à l'écran des événements et des faits historiques. Ce serait une banalité de rappeler le rôle que le cinéma, qui touche toutes les couches de la population aux 4 coins de la planète, tient dans la reconstitution et la mise à la portée du grand public de faits historiques. C'est le moyen le plus percutant pour vulgariser l'histoire. Les salles obscures, la télévision, les vidéocassettes, les DVD contribuent par la reconstitution et le traitement des faits historiques à la diffusion de la culture et plus particulièrement de son volet histoire. Et ce, quels que soient les accommodements que les cinéastes, enfin les effets spéciaux, etc., les accommodements que les cinéastes prennent avec la réalité historique, tels que l'analyse l'historien et les artifices dont ils se servent, puisque le cinéma se veut avant tout un spectacle. D'ailleurs, aux États-Unis, on ne dit pas salle de cinéma, mais théâtre. Et dans le théâtre, il y a une part d'artifice, bien évidemment. Que l'on pense par exemple au péplum sur l'Égypte pharaonique, Cléopâtre par exemple, la Grèce antique, l'Empire romain. J'ai en mémoire personnellement des films tels que La guerre de Troie, Cléopâtre, La chute de l'Empire romain, Spartacus, La tentation du Christ, etc. Pour les élèves des écoles et des lycées, ces films
illustrait en quelque sorte les cours d'histoire et rendait les faits et les personnages plus familiers. Bon nombre de films traitent des guerres, lesquelles sont indissociables de l'histoire. Quand on parle d'histoire, inévitablement, on parle de guerre et fort heureusement aussi de paix. Pour la période contemporaine, la Première Guerre mondiale a suscité un nombre considérable de films. Pour le cours de cette guerre au Moyen-Orient, le volet moyen-oriental de la Première Guerre mondiale, on ne manquera pas de relever un film qui a eu beaucoup de succès et qui continue d'être diffusé à la télévision et sur des DVD, notamment télévision, notamment sur les chaînes Histoire. Je fais référence ici à Lawrence d'Arabie, joué par Peter O'Toole et Omar Sharif. Ce film a pour sujet ce qu'on a appelé la révolte arabe de 1916. En arabe, l'historiographie parle de Thawra, avec la double signification de révolte et de révolution. Le vocable de Thawra continue d'ailleurs de susciter des interrogations dans le contexte de ce qu'on appelle le printemps arabe. En français, c'est clair, révolte, révolution. En arabe, il y a ce concept de Thawra, qui est polysémique. Il s'agit en tout cas de la révolte contre les Ottomans suscitée dans la péninsule arabique par les Anglais, moyennant la promesse faite au shérif Hussein de la Mecque de l'aider à fonder un royaume arabe. Et ce, quasiment au moment même, donc on lui fait cette promesse, au moment même où un accord tripartite dit Sykes-Picot-Southenoff. Sykes, c'est le représentant britannique, Georges Picot, c'est le représentant français, et Southenoff, c'est le représentant de la Russie tsariste. Donc, on fait cette promesse au shérif Hussein au moment où il y a eu cet accord qui stipulait le partage des dépouilles de l'Empire ottoman dans la région entre Français, Anglais et Russes. En général, on parle Français, Anglais, et on oublie les Russes avant la révolution de 1917. Comme vous le savez, c'était aussi le moment où les Anglais s'apprêtaient à aider les sionistes à créer un foyer national juif en Palestine, comme le stipulera un an plus tard la déclaration Balfour en novembre 1917. Ajoutons que pour contrer les Anglais et leur agent, le colonel Lawrence, qui est l'auteur d'un livre fameux, Les 7 piliers de la sagesse, The Seven Pillars of Wisdom, donc, pour contrer les Anglais dans la région, c'est-à-dire au Moyen-Orient, les Français avaient essayé d'y envoyer un de leurs agents, l'Algérien Qaddour Ben Ghabrit. Et en histoire du Maroc, on connaît très bien Qaddour Ben Ghabrit, celui-là même qui a joué un rôle essentiel dans les tractations avec le sultan Abd-Hafid, ayant abouti à la signature du traité du protectorat le 30 mars 1912. Chez nous, comme ailleurs, l'impact de ces films était d'autant plus fort, notamment au sein du public scolaire et universitaire, que certains de ces films étaient projetés dans le cadre de ciné-clubs animés par des cinéphiles cultivés. Je pense en particulier à l'actuel directeur du Centre cinématographique marocain, et suivi de discussions auxquelles prenaient part de nombreux enseignants d'histoire, géographie, de philosophie, de français, etc. Bon nombre de ceux qui ont suivi ces séances souviennent de films soviétiques tels que Alexandre Nevsky sur la résistance du peuple russe aux chevaliers teutoniques, le cuirassé Potemkin et son rôle dans la Révolution. Côté américain, signalant un certain nombre de films qui sont passés dans le même circuit, c'est Les raisins de la colère de Steinbeck, traitant des effets de la crise de 1929, et qui pourrait d'ailleurs aider les jeunes à mieux comprendre la crise financière et économique qui a commencé à ébranler le monde à partir de 2007-2008. D'autres films consacrés cette fois-ci à la Deuxième Guerre mondiale en fait date. Il s'agit notamment de la bataille d'Angleterre, Le jour le plus long, et, entre autres exemples, Le pont de la rivière Kwai. Et ce film sur la rivière Kwai, en Birmanie, a un impact sur le tourisme. Beaucoup de touristes étrangers vont visiter la Birmanie, et notamment la rivière Kwai, en partie à cause du film. Sur cette même période, un autre film moins connu que, par exemple, Rome, ville ouverte, nous intéresse directement car il traite dans l'une de ses séquences d'abus commis par des soldats maghrébins à l'encontre de femmes italiennes. Réalisé par Vittorio De Sica,
Il a été adapté au cinéma à partir d'un roman d'Alberto Moravia, prix Nobel de littérature, intitulé La Ciociara, avec Sophia Loren et Jean-Paul Belmondo. Les scènes décrites dans ce film ravivent ce que la mémoire collective des Italiens garde de ces violences et constituent sans doute l'une des composantes de l'arrière-plan historique des préjugés anti-marocains qui affleurent de temps en temps en Italie. Et vous savez que nous n'avons pas bonne presse dans la péninsule. L'un des héros de la campagne d'Italie précisément a été le général américain Patton. Un film portant son nom et coécrit par Francis Ford Coppola lui a été dédié. C'est Patton qui a commandé le débarquement américain sur les côtes atlantiques du Maroc à l'aube du 8 novembre 1942. D'ailleurs, on a commémoré le 8 novembre 1942 il n'y a pas très longtemps, dans le cadre de l'opération Torche. Les premières séquences du film montrent ce général, bardé de médailles et droit dans ses bottes, au palais de Rabat, debout aux côtés de Vizir, présidant un défilé de la garde royale au Mouchoir. Il tient en aparté à l'un de ces personnages des propos sur le Marsen qui ne manquent pas d'intérêt. Le réalisateur de ce film ignorait manifestement l'existence de Hossein Slaoui. Le public marocain aurait sans doute apprécié en fond sonore dans ce film des notes de Gembri et des paroles extraites de la chanson que cet artiste a consacrée au bouleversement provoqué au Maroc par le débarquement américain, notamment au niveau du ravitaillement et des mœurs. Rappelez-vous les passages de la chanson où il est question de chewing-gum, du rhum, de dollars et de Nsa'alina Jaro. C'est dans la foulée de ce débarquement qu'a été tourné un film devenu, vous en avez parlé à l'instant, une légende hollywoodienne. Il a été tourné à Hollywood, Casablanca, donc sorti en 1943 avec en vedette, comme cela a été dit à l'instant, Humphrey Bogart et Ingrid Bergman. La presse le qualifie de joyau du 7e art. Là aussi, il y a des défaillances au niveau des costumes. Quand on regarde, c'est des costumes, c'est un peu l'orientalisme, hein, c'est des costumes de l'Orient, égyptiens, mais on n'a pas vu tellement de djellaba dans ce film. Ce film continue de peser sur la représentation que les Américains d'une certaine génération se font du Maroc, qu'ils confondent parfois avec Morocco, Monaco. Il contribue à la promotion du tourisme, vous l'avez rappelé à l'instant, et le Rick Café à Casablanca est l'un des sites que fréquente précisément le tourisme. C'est un héritage, donc c'est un legs du débarquement de 1942. Le débarquement s'est traduit aussi et surtout, comme vous le savez, par l'installation de bases américaines au Maroc, bases aériennes, aéronavales et de télécommunications. Il y aurait sans doute des thèmes de films à tirer de cette présence qui a duré jusqu'au début des années 1970. Les relations au quotidien entre Marocains et militaires américains pourraient être autant de thèmes pour des films donc, sur cette présence. À Kénitra, par exemple, il y avait une foule de petites gens qui gravitaient autour de la base. Les boîtes de nuit de la ville tournaient à plein régime avec les marins et les pilotes américains. Un certain nombre de Marocains ont profité de cette présence pour faire du business et s'enrichir. Dans la ville, s'est répandue aussi la pratique de ce que les Américains allaient appeler plus tard au Vietnam les hired wives, l'équivalent un peu de zawaj muta. Si on veut appréhender ce qui reste de cette pratique sur le long terme, donc de cette cohabitation maroco-américaine, il faut aller faire un tour du côté de la première base navale des États-Unis en Virginie. Cette base se trouve à Norfolk. Dans cette ville vit une colonie marocaine originaire du Rharb, la région de Knetra, ayant des liens familiaux avec les hired wives, partis avec leurs concubins, compagnons ou maris américains après l'évacuation des bases américaine au Maroc au début des années 70, notamment après la deuxième tentative de coup d'État contre le roi Hassan II et le décollage de Kénitra de F-5, de chasseurs F-5 qui ont attaqué le Boeing Royal de retour de France. Parmi les Marocains vivant à Norfolk, on peut citer aussi des Juifs de Casablanca. Leur présence est en rapport avec la base américaine de Noisser, l'actuel aéroport Mohammed V. Les Juifs casablancaises qui travaillaient en qualité de dactylo ou à d'autres titres ont suivi outre-Atlantique leurs boyfriends ou leurs fiancés américains. De manière générale, et pour le débarquement et sa suite, il existe des références utiles que
nous utilisons, enfin, elles sont utiles aussi bien pour les historiens que pour les cinéastes qui voudraient donc aborder des thèmes tirés de cette période-là. Comme exemple, il y a un ouvrage qui me semble très intéressant, c'est Silent Missions, celui qui allait devenir par la suite général Vernon Walters, qui a été ambassadeur, représentant permanent des États-Unis aux Nations Unies et qui était un ami de feu Hassan II. Il y a des passages délicieux sur Rabat entre fin 42 et début 43, notamment sur l'hôtel Balima. Une autre référence sur la même période et sur les mêmes thèmes, c'est le livre de l'un des anciens commandants de la base américaine de Quneitra, Blair, et le livre s'intitule Western Window in the Arab World. Autre film s'insérant dans la thématique de guerre, Dien Bien Phu. Il nous intéresse eu égard au nombre de combattants marocains ayant pris part à la guerre d'Indochine. On peut y ajouter, à titre comparatif, Apocalypse Now, avec Marlon Brando, qui lui évoque l'embourbement des Américains au Vietnam après qu'ils aient pris la relève des Français dans le cadre de la guerre froide et de leur stratégie de containment du communisme en Asie du Sud-Est. Des Maroco-Vietnamiens vivent actuellement parmi nous. Ils sont dispersés à travers le Maroc, mais il y a un certain nombre de Maroco-Vietnamiens. Il serait intéressant de leur faire raconter leur histoire. Et là aussi, il y a un certain nombre de références intéressantes. À propos de guerre, j'ai oublié de mentionner une guerre qui nous intéresse aussi. Il est difficile donc de ne pas évoquer un film consacré à la guerre civile d'Espagne, 1936-39, adapté à partir du roman d'Ernest Hemingway, un autre prix Nobel. C'est Pour qui sonne le glas, effectivement, avec Ingrid Bergman et Gary Cooper. Il est inutile d'insister sur le rôle que Franco a fait jouer aux Marocains, notamment aux Rifins, dans cette guerre, et les stigmates qu'en garde la mémoire collective espagnole et le ressentiment de bon nombre d'Espagnols d'une certaine génération contre ceux qu'ils appelaient et qu'ils appellent los moros. Voilà donc un aspect de l'histoire qui peut être repris de diverses manières par des cinéastes marocains et qui serait en prise avec les préoccupations du présent. Et il y a là aussi un certain nombre de références utiles, notamment les travaux de Maria Rosa Madariaga, des Marocains au service de Franco, qui a été traduit en arabe. Et il y a également un autre historien dont les travaux nous intéressent sous cet angle-là, c'est Fernando Mediano, qui est chercheur à l'équivalent du CNRS à Madrid et qui a travaillé de manière spécifique sur ce que j'appellerais les amours hispano-marocaines ou maroco-espagnoles. C'est donc des relations entre des Marocains, des soldats marocains et des femmes espagnoles. Et il a travaillé sur ce thème-là à partir des lettres saisies par la censure militaire espagnole, en disant dans les années 39, juste avant la fin de la guerre civile. Il y a aussi le travail je crois que M. le ministre y a fait allusion tout à l'heure, de l'anthropologue américain David Montgomery Hart sur les Bni Urayr et la tribu de Mohammed ibn Abd Karim al-Khattabi. S'il vous plaît, quand on parle de ibn Abd Karim, si vous dites Abd Karim, c'est son père. Et il y a une énorme différence entre le père et le fils. Mohammed ibn Abd Karim al-Khattabi, et au passage, je signale que le père faisait partie de ceux qu'on appelait los amigos d'Espagne. Dans le cas de Montgomery Hart, il y a un certain nombre de chansons que répétées, parce que les Espagnols ont l'impression que les Marocains sont allés comme ça, la fleur au fusil en Espagne. Ce n'est pas le cas. Il y a des chansons dans le livre de Montgomery Hart qui parlent de la douleur de ces gens qui allaient combattre et qui savaient qu'ils allaient à la mort. Et ils y étaient contraints pour toutes sortes de raisons, notamment à cause de la famine qui sévissait dans le Rif, à cause de la fermeture de la frontière avec l'Algérie, pour les saisonniers rifins qui travaillaient pour les vendanges, notamment en Algérie, etc. Il y a toute une série de considérations. Alors, puisqu'on en est aux possibilités de collaboration entre historiens et cinéastes, il convient sans doute
pour les historiens, notamment ceux qui s'occupent du temps présent, de penser à ce que peuvent leur apporter des films tels que ceux que le CNDH a récemment rendus disponibles sous forme d'un coffret. Donc il y a 6 films. Il s'agit en l'occurrence de Taïf Nizar de Kamal, Ali Rabia et les autres d'Ahmed Boulan, Mouna Sabr d'Abd el-Hayy al-Araqi, Mémoire en détention de Jilali Farhati, La Chambre Noire de Hassan Ben Jelloun et Jawhara, fille de prison de Saad Shraibi. Et toujours à propos de la collaboration potentielle, souhaitée, cinéaste historien, l'on connaît l'importance des opportunités qu'offre en la matière la commémoration de hauts faits historiques. Je n'ai pas encore vu le film de Nabil Ayouch, Chevaux de Dieu, mais le fait est que sa sortie coïncide avec le 10e anniversaire des attentats du 16 mai 2003 à Casablanca. Cette sortie, à cette date-là, est quand même hautement significative. D'autres commémorations n'ont toutefois suscité ni film, ni d'ailleurs publication d'envergure. Que l'on songe à la commémoration du 1200e anniversaire de la ville de Fès. Est-ce qu'on a vu un film sur la ville de Fès? Non. Commémoration du 50aire de l'indépendance du Maroc. Est-ce qu'on a vu un film sur cette période-là? Sur ce... un petit court-métrage qui a été projeté au théâtre Mohamed V. Sur les événements de Casablanca de 1907, il y a eu donc le centenaire des événements du bombardement de Casablanca, 1907-2007, là aussi, pas de film. Sur le centenaire de Rabat, capitale, pas de film, et pas de publication non plus. Sur le centenaire du traité du protectorat, pas de film non plus. Et dans le cas du centenaire du traité du protectorat, les événements survenus à Fès en avril 1912, c'est-à-dire quelques semaines après la signature du traité du protectorat, ce que Mohamed El-Fassi a appelé Intifada de Fès, ces événements-là, véritablement, pourraient faire l'objet d'un film qui intéresserait les Marocains, un film vraiment important. Et il y aurait d'autres exemples. Alors, il est évident que cinéma ne veut pas simplement dire salle obscure. Pour être plus explicite, je voudrais rappeler ici l'importance des émissions spécialement dédiées à l'histoire dans les chaînes de télévision. On pense, à titre d'exemple, à la télévision française et à la série Les Dossiers de l'écran. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont suivi cette série, c'était vraiment quelque chose de passionnant. Et plus tardivement, les Mercredis de l'Histoire avec Marc Ferraud, un historien. De nos jours, il y a multiplication des chaînes spécialement dédiées à l'histoire, avec la chaîne Histoire, l'Histoire et History Channel. Dans le monde arabe, il y a Al Jazeera et les émissions donc dédiées à l'histoire. Notamment, il y a une émission qui retient, je ne parle pas de Heikel, non, d'autant plus qu'il intervient en tant qu'historien, mais en fait, il reste journaliste et journaliste pro-nassérien avant tout. Et d'ailleurs, la veuve de Sadat et un ancien premier ministre jordanien, en disant l'ont vivement critiqué pour ses interprétations. Donc, dans le cas de Al Jazeera, il y a notamment une émission qui est intéressante, c'est Archivuhum wa Tarikhuna. Je voudrais signaler au passage qu'en Chine, il y a au moins 10 chaînes de télévision spécialement dédiées à l'histoire. Donc, traiter du passé, n'entamant rien, les performances économiques. Le fait le plus remarquable à cet égard, donc pour ce qui est des films destinés à la télévision, réside dans l'engagement d'historiens de métier et de renom dans ce genre d'émissions. En France, j'ai évoqué tout à l'heure Marc Ferraud avec les Mercredis de l'Histoire. En Grande-Bretagne, UK TV History est l'un des vecteurs audiovisuels essentiels de la vulgarisation de l'histoire outre-Manche. Ces documentaires se fondent principalement sur les archives et des images d'époque. Je signale au passage qu'il y a
que le Maroc a été traité, a fait l'objet d'une émission dans cette série à partir d'un fonds d'archives extraordinaire qui se trouve à Paris. C'est le fonds Albert Kahn. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'Albert Kahn, qui a beaucoup circulé pendant la Première Guerre mondiale et dans les années 20. Et le documentaire qui a été projeté en novembre 2007 sur la BBC, 4, je crois, est réalisé à partir des archives d'Albert Kahn, tournées au Maroc en 1926-1927, et il montre la proclamation de Sidi Mohamed bin Youssef, sultan à l'époque. Il y a une série qui a eu un grand écho en Grande-Bretagne, c'est la série War, Sex and Love, traitant de la Deuxième Guerre mondiale et de la libération sexuelle en Angleterre. Le grand homme de théâtre et de cinéma, Sir Laurence Olivier, lui a prêté sa voix en off. Il a prêté sa voix à cette émission et j'imagine des séries documentaires de cette nature-là avec des voix comparables à celles de Al-Marhoum, l'Arabi Dormi ou Abrazak Hakam, des personnages qui avaient une voix vraiment qui ne passait pas inaperçue. Un autre historien, Simon Chama, professeur successivement à Cambridge, Oxford, Harvard et Columbia, collaborateur régulier du Guardian et du New Yorker, écrit et présente des émissions pour la BBC. Sa série History of Britain, suivie par 4 millions de téléspectateurs en Angleterre, est diffusée aussi aux États-Unis sur History Channel. L'un de ses homologues, David Starkey, s'est rendu célèbre lui aussi en écrivant et en présentant à la télévision des séries biographiques. Là aussi, ça peut être un thème consacré à des rois et des reines, notamment Élisabeth Ier, Marie Tudor et Édouard VI. La formation historique qu'il a reçue à Oxford a également bien servi Lawrence Rees. Il a supervisé des séries qui ont porté sur Alexandre le Grand, les conquistadors, etc. Tout aussi remarquable est le succès remporté par un autre historien, Niall Ferguson, qui a été formé à Harvard et qui enseigne à Oxford. Et il est l'auteur d'une étude fouillée sur la famille la famille Rothschild, à partir des archives de Rothschild. Cet historien, donc, Niall Ferguson, a été considéré en 2000 par le magazine Time, mais ce n'est pas n'importe quel magazine, comme l'un des 100 hommes les plus influents au monde. Donc l'un des hommes, parmi les 100, il y a cet historien-là. Il a publié en 2006 un ouvrage sur la guerre intitulé The War of the World.